Ils ont même perdu des canons César. Ils perdent de la grosse artillerie tous les jours. Là, ils sont en train de creuser de nouvelles tranchées autour de Pokrovsk et de renforcer les autres. Mais ils nous disaient qu'ils n'allaient pas tenir très longtemps. Ils savent très bien que s'ils s'accrochent, ils vont avoir une FAB 3000 qui va tomber dessus. Donc, je pense que d'une certaine manière, ils ont compris que face à la puissance de feu russe, la défense ferme, à un moment donné, ne tiendrait pas. Les 3 mercenaires PMC américains se sont fait vaporiser par les Russes. Alors il dit aucune opération dans l'histoire n'a été aussi ratée. Le ratio investissement-résultat est sans égal. Tu m'étonnes, ils ont perdu 1000 hommes en 15 jours, 2000 blessés, plus d'une centaine de véhicules blindés de perdus. Et l'analyste dit même les Américains, en fuyant l'Afghanistan, ont eu de meilleurs résultats que l'opération à Koursk. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo qui vous montre l'évolution de la situation dans le conflit russo-ukrainien. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, passons aux vidéos. Alors, nous allons commencer avec cette vidéo de TF1. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter une précision. Je vous montre les vidéos avec leurs titres pour que ça soit plus facile pour vous-même de les retrouver sur les mêmes chaînes. Parce que bien souvent, vous venez me demander les liens, alors qu'il vous suffit de rentrer les données des mêmes vidéos. Donc, soyez attentifs au titre de vidéo pour que vous puissiez vous-même les retrouver si jamais vous ne trouvez pas les liens dans les descriptions. Sans plus tarder, passons à la vidéo. On a cette sensation, là on voit que la région est en train de se vider de ses habitants. Marianne le racontait extrêmement bien. On a la sensation que ce sont des scènes de déjà-vu, avec des situations absolument dramatiques. On pense notamment à Avdiivka ou Bakhmout. Est-ce qu'il est possible de revivre exactement les mêmes scénarios ? On peut se dire que des leçons ont été tirées. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu, il y a 2 semaines, ils n'arrêtaient pas de nous bassiner avec, soi-disant, les Russes qui faisaient fuir leur population parce que leur population était en panique, leur population était en pleurs. Aujourd'hui, on ne dit quasiment plus rien de ce qui se passe à Koursk. Mais, dans la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi ils ne disent presque plus rien de ce qui se passe à Koursk. Je ne dis pas que l'armée ukrainienne est en train de se faire malmener à Koursk, mais la situation à Koursk n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'eux, ils avaient imaginé. Et les Ukrainiens eux-mêmes sont en train de se rendre compte de cela. Peut-être pas. Des leçons ont été tirées par les Ukrainiens sans doute sur le fait de ne pas avoir à s'acharner sur la défense de villes quand elles ne valent plus la peine au plan stratégique. On avait beaucoup dressé de parallèles entre Bakhmout et Verdun parce que l'objectif des Allemands à Verdun était de saigner à blanc l'armée française en la concentrant avec des pertes massives sur un objectif qui était somme toute secondaire. Sauf que Pokrovsk n'est pas secondaire, c'est un centre névralgique pour les forces ukrainiennes. L'autoroute M30 par exemple qui va jusqu'à Kiev et qui est vraiment essentiel dans l'effort de guerre ukrainien. Et il y a enfin le fait que si ce verrou-là saute, il y en a enfin un dernier, Chassivyar devant Kramatorsk, là ça parachèverait quand même des progrès beaucoup plus importants des Russes à l'échelle de tout le Donbass, notamment pour prendre l'oblast de Donetsk. Là ce serait un vrai gage territorial pour Poutine. Maintenant, on est obligé de reconnaître ce que beaucoup de gens ont dit. Maintenant sur ces plateaux, on commence à reconnaître que malgré l'originalité de ce que les Ukrainiens ont fait, il n'était peut-être pas nécessaire de faire cela parce que maintenant, Pokrovsk, qui a une importance stratégique, est en train de rentrer dans une phase de crise. On est en train d'évacuer les gens là-bas et il y a une ligne directe qui relie Pokrovsk à Kiev. Et donc, si cette ville tombe, et à Chassivyar aussi, comme il dit, ils sont aussi en train de se faire chasser de cette ville. Le momentum, contrairement à ce qu'ils ont voulu faire la pub pendant 10 jours, est totalement en train de changer. Tout le narratif, toute la propagande qui se consistait à dire « oui, mais les Ukrainiens ont repris l'initiative et tout ça et tout », maintenant on ne vous parle presque plus des kilomètres carrés pris par les Ukrainiens. Vous attendez pas, vous constatez pas? Eh oui, quand on l'a dit, on nous a fait comprendre que l'armée ukrainienne est courageuse. Personne ne refuse de reconnaître le courage des Ukrainiens. Cependant, toute chose a ses limites et toute chose a ses réalités. Les Ukrainiens sont valeureux,
les Ukrainiens ne voulaient pas se faire effacer de l'actualité médiatique par les JO et par Israël. Donc, ils ont fait quelque chose d'inattendu. Cependant, on se rend bien compte que la propagande, comme d'habitude, que les Occidentaux ont voulu construire autour de cette incursion est en train de se retourner plus vite en Ukraine elle-même, et maintenant, elle est en train de se retourner dans les médias occidentaux. Et poursuivez cette vidéo, vous allez comprendre bien étape par étape à quel point Zelensky, en fait, est en train de perdre pied et a vraiment, pour le coup, sacrifié peut-être le sort de ce conflit. Notamment pour prendre l'oblast de Donetsk, là ce serait un vrai gage territorial pour Poutine. Et enfin, dans la scène, vous parlez du déjà vu, il y a aussi l'aspect pour les militaires d'accélérer les évacuations. Pourquoi ? Si je fais une comparaison avec la première attaque russe contre Kharkiv au printemps 2022, il y avait 600 000 réfugiés en 72 ou une centaine d'heures. Et évidemment que les militaires ne veulent pas revivre ce genre de scénario. Ils ne veulent pas d'un exode au moment où eux vont devoir massifier leurs moyens et surtout éviter, j'en termine là, que cette ville de Pokrovsk devienne un chaudron où l'armée ukrainienne serait de plus en plus encerclée par les Russes. Les Russes, ils progressent au sud-ouest, moins au nord, mais ce sera évidemment le cas dans les semaines qui viennent. Ils ne veulent pas, les Ukrainiens, avoir affaire à un tel scénario. Ouais, l'avancée russe jusqu'à Pokrovsk, elle est inéluctable ? Alors, rien n'est inéluctable ou inexorable, mais les précédents que vous citiez, que ce soit Avdiivka ou Bakhmout, nous invitent à un certain pessimisme concernant l'avenir proche de Pokrovsk. Vous ajoutez à cela l'ordre, puisque c'est bien cela qui a été intimé à la population, celui de quitter. Il y a un délai très précis qui a été donné ces 2 semaines, et cet ordre est tombé hier ou avant-hier. Il paraît assez clair. Aurélien a très bien abordé la partie militaire. Je pense qu'il ne faut jamais oublier, et Marine et Marianne qui sont sur le terrain livrent des reportages troublants qui sont là pour nous le rappeler, l'aspect humain de ce qui est en train de se dérouler. Vous avez parlé de quelque chose de dramatique, j'ai presque envie d'aller plus loin et de parler de tragique, avec en mémoire cette image qui vraiment m'a troublé. Vous savez, on parle beaucoup de la maternité de Pokrovsk, et Marine et Marianne sont rentrés dans cette maternité où ils nous ont montré le matériel le plus sophistiqué qui est emballé, puisqu'il va être acheminé dans une autre localité. Et puis elles sont rentrées dans une chambre, puisque c'est une maternité qu'on parle, et il y avait là une jeune femme ukrainienne avec un bébé qui venait de naître, qui est dans les heures les plus fragiles de la vie, qui a choisi de donner naissance à son enfant là, pour des raisons que j'ignore, puisque cette femme n'a pas pu s'exprimer, mais on devine ce qui la traverse, à la fois l'immense joie de donner la vie et celle de devoir, encore une fois, dans ces moments les plus fragiles, de devoir partir pour aller où ? Je ne sais pas, chez qui ? Je n'en sais rien, avec un enfant qu'elle vient à peine de nommer. Et c'est aussi cela qui est en train de se jouer quand vous parliez de déjà vu. Ces scènes, on les a vues, ces ballets absolument dramatiques et tragiques, avec en miroir, puisque cette femme, je l'espère, partira avec son nouveau-né, celles et ceux qui, au contraire, vont faire le choix, pour des raisons qui leur appartiennent, de rester, en dépit des ordres de l'administration locale et nationale qui dit qu'il faut partir. C'est effectivement... Et moi, j'aime bien ce journaliste parce que même si il est anti-russe, il est quand même assez objectif. Et il est quand même assez humain. Ici, il parle de quelque chose qui est dramatique, que l'on connaît dans tous les conflits. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on rappelle ce genre de drame quand il s'agit de l'Ukraine. Et heureusement, il est fait aussi pour Gaza quand ça lui est permis de pouvoir le faire. Mais la plupart du temps, combien de fois avez-vous attendu que l'on ramène le côté humain, le côté dramatique, une histoire aussi singulière pour que les personnes puissent s'identifier sur l'horreur que les gens vivent à Gaza? Bien souvent, on n'en rapporte pas. Tout ce qu'on vous dit, c'est un bébé a survécu au bombardement de toute sa famille. Une mère plaire ses 3 enfants. Mais ici, on vous humanise la misère ukrainienne. Mais quand on parlait de ce que les Ukrainiens ont fait dans leur invasion à Koursk, qui était une horreur, parce qu'ils disent qu'ils ont tué des jeunes soldats qui étaient désarmés. Est-ce que quelqu'un a humanisé cela? Bien au contraire, on en parlait avec une certaine joie sur le plateau de LCI.
Et moi, c'est ça le problème. Mais j'en veux pas à Gallagher Fenwick, parce que lui, de ce côté-là, il le reproduit pour tous les conflits. Mais ce que j'en veux, c'est aux autres personnes qui l'entourent. Assez saisissant et c'est épouvantable et ça rappelle la dure loi de la guerre, effectivement. Sur cette situation militaire, le président ukrainien a pris position et lui, il se montre plutôt optimiste. Écoutez. Chers Ukrainiens, tout d'abord, plusieurs rapports du commandant en chef Syrski ont déjà été publiés. Il s'agit principalement de la direction de Pokrovsk dans notre région de Donetsk. Nous comprenons les mouvements de l'ennemi et nous renforçons nos positions. Avant même que cette personne commente ce qui vient de dire Zelensky, puisqu'il se montre confiant, nous savions déjà bien avant que l'armée ukrainienne a des problèmes d'effectifs. Nous savons que l'armée ukrainienne a préféré attaquer à Kursk que défendre à Pokrovsk. Maintenant, il est en train de parler avec confiance qu'ils sont en train de remettre des effectifs à Pokrovsk. Où, à quel moment, et surtout ces effectifs, il les a sortis d'où? Et vous allez voir dans les images que je vais vous montrer qu'il y a des sérieux doutes sur le fait que toutes les personnes qui ont participé à cette incursion à Kursk ne soient que des Ukrainiens. Ils ne sont pas forcément des membres ou des militaires qui appartiennent à l'OTAN ou au pays de l'OTAN, mais il semblerait qu'il y ait des étrangers, américains et autres qui aient participé à cette incursion à Kursk. Donc ce qui veut dire qu'il n'y avait déjà pas assez des Ukrainiens pour aller à Kursk. Et maintenant, je vais vous montrer aussi comment l'armée ukrainienne sont en train de subir des pertes à Kursk. Et vous allez me dire en quoi lui il peut se montrer confiant. Et surtout, je vais vous montrer aussi un décryptage de pourquoi les Ukrainiens ne peuvent plus se défendre dans des villes comme avant. Parce que l'avancée ou l'évolution technologique de la Russie, avec ce qu'ils ont mis en place, ne permet plus aux Ukrainiens de pouvoir tenir des villes comme ils tenaient avant. Et donc, Zelensky, ce qu'il est en train de dire, n'est même plus crédible. Et apparemment, sur TF1, il partage le même avis. Nous renforçons nos positions. Est-ce que ce sentiment, on va dire, assez optimiste est partagé sur le terrain? Justement, donc Marianne et Marine, vous êtes toujours avec nous en direct. Alors là, cette fois, vous êtes bien à... Je suis content que l'on revoie cette dame, comme je vous ai dit. Probablement que quand elle va revenir en France, elle sera virée, ou alors ils seront forcés de la garder parce que ce qu'elle a fait, ça a été noté par tout le monde. Tout le monde a noté que c'est la première des reporters d'occidentaux qui soit en Ukraine, qui ait osé rapporter la réelle situation de ce que les gens vivent en Ukraine, ce que les gens pensent en Ukraine et ce que les soldats passent en Ukraine. Et à partir de là, elle a tué la croyance comme quoi les Ukrainiens, ils étaient à fond avec Zelensky et qu'ils comprenaient ça. On ne dit pas que les Ukrainiens ne sont pas vaillants, mais beaucoup des Ukrainiens comprennent que ce que Zelensky a fait n'a ni queue ni sens et que c'était bien plus pour plaire aux Occidentaux que pour les besoins ou les intérêts des Ukrainiens. Elle a révélé ça et maintenant ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et donc vous voyez, ils ne donnent aucun soutien au discours de Zelensky. Et écoutez maintenant ce qu'elle a à dire. Pokrovsk même, vous avez visiblement rencontré des militaires, des soldats. Que vous disent-ils ? Alors nous étions il y a quelques minutes seulement avec l'officier de presse, c'est lui qui s'occupe des relations avec la presse de la 109e brigade, qui est donc stationnée tout près de Pokrovsk, qui ne donne pas évidemment leur position exacte. Il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique. Et lui-même, qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Il nous disait, de l'ordre de 2 contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canons, parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours tout près de Pokrovsk, qui ne donnent pas évidemment leur position exacte, il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique. Et lui-même, qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Il nous disait, de l'ordre de 2 contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canons, parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours, avec lesquelles ils sont en relation, nous disent qu'ils ont même perdu des canons César. Ils perdent de la grosse artillerie tous les jours. Là, ils sont en train de creuser de nouvelles tranchées.
autour de Pokrovsk et de renforcer les autres. Mais il nous disait qu'il n'allait pas tenir très longtemps parce qu'en fait, c'est la tactique russe. Une fois que les Russes vont avancer et vont voir en fait que les Ukrainiens sont là et qu'ils veulent résister, parce que c'est le sentiment des Ukrainiens. On ne va pas lâcher les positions, on va rester dessus. Moins, on recule à un moment donné parce qu'on veut préserver la vie de l'infanterie. On ne veut pas perdre l'infanterie. Mais à un moment donné, nous disait-il, les Russes vont tellement pousser que, eh bien, pour avancer plus vite, quand ils vont voir que les Ukrainiens résistent, ils vont complètement raser la ville. Et pour lui, ça ne faisait aucun doute que la ville de Pokrovsk allait être sacrifiée. Il nous racontait qu'il avait loué un petit appartement ici parce que de temps en temps, il revient des positions. Bon, voilà. Et en fait, il a croisé des voisins qui lui disaient mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit partir? Et ils lui ont dit mais partez, ne restez pas là, la ville ne va pas tenir, la ville va être complètement rasée. Quant au moral des troupes, eh ben c'est assez incroyable, mais il nous disait voilà, les hommes sont extrêmement fatigués, ils n'arrêtent pas de travailler, que ce soit les dronistes, que ce soit les artilleurs, ils n'arrêtent pas évidemment l'infanterie, mais il nous disait les hommes continuent d'avoir le moral et disent qu'on ne lâchera pas les positions. Puis il nous a dit quand même il a donné une petite information sur Koursk notamment, en disant vous savez, ça c'était vraiment quelque chose de politique, de croire que les Russes allaient desserrer les taux de Pokrovsk pour envoyer leurs troupes à Koursk et faire diversion avec Koursk. Nous, on savait depuis le départ que ça ne marcherait pas parce qu'on voit la détermination des Russes à prendre la ville. C'est absolument édifiant ce que vous nous... Donc, cette journaliste, je pense qu'elle a fait sa carrière avec ces deux interventions qu'elle a fait. Ce que nous apprenons ici, les gens qui sont sur le terrain sont déjà en désaccord avec l'état-major et avec Zelensky lui-même. Zelensky a donné son discours en se montrant confiant. Cette dame vous dit que sur le terrain, c'est cuit. Il y a des pertes de matériel, on veut conserver les hommes, mais on n'a pas assez de moyens pour résister à la montée des Russes. Et si on résiste à la montée des Russes, on sait que maintenant, ils rasent la ville. Et donc, eux-mêmes déjà, ils sont résignés à quitter la ville et ils savent qu'ils ne tiendront pas longtemps. Ensuite, elle dit, non, qu'il faut évacuer la ville. Et ensuite, elle dit, ils ont le moral. Comment pourraient-ils avoir le moral s'ils se savent déjà vaincus? Comment pourraient-ils avoir le moral? C'est une façade, c'est une posture. Ensuite, elle vous dit que nous, sur le terrain, dès le début, on a compris qu'ils nous ont menés au fiasco avec Koursk. Que ce qu'ils avaient prévu comme résultat militaire ou stratégie militaire pour Koursk n'allait jamais marcher. Parce qu'on voit la détermination des Russes ici à avancer et à prendre le Donbass. Donc l'état-major qui ne se bat pas est allé à l'encontre des soldats qui eux-mêmes constatent le combat au quotidien. Voilà ce qui se passe dans la plupart des pays d'Occident. Les élites dirigeants croient tout connaître de ce qui se passe sur le terrain et ne connaissent rien de ce qui se passe sur le terrain et ramènent leur population dans le mur. Zelensky a fait cette incursion, on ne sait pas pourquoi, mais le but militaire ne sera sûrement pas atteint. Et vous comprenez ici, dans sa précédente intervention, elle vous avait fait comprendre que et les soldats et les Ukrainiens ne comprenaient pas pourquoi on était parti rentrer à Koursk là-bas. Et maintenant, elle vous dit que les soldats, malgré ce qu'on a voulu faire croire que ça leur a donné le moral ou quoi que ce soit, sur le champ de bataille, bien au contraire, ça les a même affectés. Parce qu'ils se sont dit que c'est du gâchis. Pourquoi aller donner autant d'équipements, autant d'armements pour rien, alors qu'ici on en avait besoin et que là-bas on perd tout, même les meilleurs canons qu'ils avaient, soi-disant les canons César, qui font des tirs précis, même ça ils sont en train de les perdre. Sans compter tous les HIMARS, les Patriotes, tout ce qu'on a vu se perdre. Et maintenant, je vais vous faire comprendre pourquoi l'Ukraine est en très très mauvaise posture. Et voilà pourquoi aussi l'Ukraine ne pourra plus se défendre comme avant et est obligée maintenant de faire la tactique du fou comme elle est en train de faire à Koursk. Parce que l'avantage militaire est aux mains des Russes. Parce que dès que les Ukrainiens se concentrent pour se battre, les Russes n'ont même pas besoin d'envoyer leurs soldats. Ils font ça. Le problème, le problème, c'est, on en revient à ce que tu as dit, est-ce que les Ukrainiens pensent qu'ils vont pouvoir conserver le Donbass? Très honnêtement,
s'ils se mettent en défense ferme face à la puissance de feu russe, et notamment maintenant avec cette utilisation systématique des bombes guidées, qui permettent justement de détruire les bâtiments bétonnés sur lesquels les troupes ukrainiennes se retranchaient dans les villes. Et on le voit très bien, là, une des dernières villes qui a été abandonnée, au village, il y a un grand bâtiment en béton. D'habitude, les Ukrainiens s'accrochaient sur ces bâtiments en béton. Ils ont préféré partir parce qu'ils savent très bien que s'ils s'accrochent, ils vont avoir une FAB 3000 qui va tomber dessus. Donc, je pense que d'une certaine manière, ils ont compris que face à la puissance de feu russe, la défense ferme, à un moment donné, ne tiendrait pas. Donc, c'est un coup stratégique qu'ils ont voulu faire sur l'offensive. Je risque de le mentionner dans une vidéo. C'est très bien. Non, mais c'est un coup stratégique. C'est vrai. Parce qu'on est sur la stratégie du fou au fort. Ici, vous avez Régis de Castelnau, History Légende, et le troisième, je ne le connais pas. Mais apparemment, c'est Hervé Carès. Et ici, on vient de vous dévoiler pourquoi l'Ukraine ne peut plus défendre des villes. Pourquoi l'Ukraine n'a plus aucune chance d'arrêter le rouleau compresseur russe. C'est que contrairement à ce qu'on a vu à Bakhmut, à Mariupol et tout ça, où ils allaient s'enterrer dans des endroits fortifiés en béton pour résister aux Russes et pour résister à l'artillerie russe, la chose a changé. Avant, on vantait les canons César français et les HIMARS américains parce qu'ils faisaient des frappes précises. Les Russes ont contre-attaqué avec leurs bombes téléguidées. Et leurs bombes téléguidées sont capables de raser les fortifications et les bâtiments en béton. Parce qu'ils ont la FAB 500, 1000, 1500, 3000. 500 kg, 1000 kg, 1500 kg, 3000 kg. Donc, les Ukrainiens, et c'est ce qu'ils ont même dit dans la vidéo de la dame, quand on résiste, les Russes rasent. Ils ne prennent pas le temps de se battre. Ils envoient les bombes, ça rase tout et après ils avancent. Voilà pourquoi vous devez comprendre que Koursk, ce n'est rien du tout. Parce que si jamais ces territoires-là sont pris et que les Ukrainiens font l'erreur de s'enterrer dedans, eh ben, il est plus facile de les raser que de se battre avec eux. Et les Ukrainiens eux-mêmes le savent et commencent à le comprendre. Voilà pourquoi les Occidentaux n'avaient pas compris ça comme ça, ou la plupart des analystes occidentaux ne l'ont pas vu sous cet angle-là. C'est que les Russes ont déjà compris que leur avance sur les Ukrainiens est inexorable. Les Ukrainiens, ils ne peuvent que être en mouvement. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Dès qu'ils s'arrêtent, ils fortifient ou ils font quelque chose, ça, les Russes sont capables de le raser sans même perdre un seul soldat. Ils envoient plusieurs bombes dessus, ça rase tout, et après les soldats, ils arrivent. Et donc, si vous voulez regarder cette vidéo, elle est intéressante parce que vous apprendrez beaucoup plus de choses sur les interprétations et les objectifs, peut-être ou pas, des Ukrainiens dans leur tentative à Koursk. Parce que ça vous révèle que voilà, peut-être que les Ukrainiens savaient qu'ils n'atteindraient probablement pas la centrale nucléaire de Koursk. Et donc, voilà la vidéo, ça s'appelle l'opération ukrainienne sur Koursk, sur la chaîne de Régis de Castello, vue du droit. On va enlever ça, on va revenir dessus plus tard. Ok ? Nous raconter. Merci beaucoup Marianne, merci Marine également pour les images et merci d'avoir pris le temps d'être une nouvelle fois en direct donc cet après-midi pour nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, et la différence est quand même saisissante entre ce que déclare le président et ces témoignages recueillis par nos reporters sur place. Bon, maintenant, depuis en effet un certain temps, la ville de Force est sous le feu de l'artillerie russe, et on voit bien que même bien sûr, il y a fortiori pour les villages intermédiaires, au fur et à mesure que l'armée russe avance, mais elle avance quand même assez lentement. La ville sera sous le feu de mortiers qui tirent avec une plus courte portée, mais de manière beaucoup plus précise. Donc là, les destructions seront plus précises, et les Russes tirent évidemment aussi sur des immeubles civils pour semer la terreur. Donc, voilà. Bon, ce monsieur, rien d'étonnant, depuis qu'il est sur le plateau, il n'y a pas un jour où il a été pertinent. Je pense que ce n'était pas
son champ d'expertise, parce qu'à chaque fois qu'il parle, je ne trouve rien à retenir et surtout je ne trouve rien de pertinent à part vouloir véhiculer que l'idée que les Russes sont déjà inhumains. En même temps, il est toujours là à valider ce qu'Israël fait, qui est encore plus inhumain, mais il est toujours là à mentir sur les Russes. Si les Russes faisaient l'équivalent de ce que Israël fait à Gaza, que dirait-il? Parce qu'avec le peu qu'ils font, ils attendent que les gens sortent des villes. Ils visent les bâtiments dans lesquels les Ukrainiens vont s'enterrer parce qu'ils ont les images qui montrent que les soldats ukrainiens, pas les civils, hein, les soldats ukrainiens sont là. Contrairement à Gaza où Tsahal ne montre pas des images pour justifier le fait qu'ils rasent des bâtiments, les Russes au moins, vous voyez les champs de bataille, vous voyez les Ukrainiens rentrer dans les bâtiments et après être rasés. Mais regardez ce qu'il dit. Qu'il est probable en effet que cette ville sera détruite, elle le sera partiellement par l'artillerie, et puisque les Ukrainiens défendront les positions, elle le sera ensuite probablement par un combat de rue extrêmement meurtrier. Les Russes dans cette affaire veulent que la partie de l'oblast de Donetsk qu'ils contrôlent corresponde à l'oblast administratif tel qu'ils l'ont annexé juridiquement. Et pour cela, ça implique en effet que ce territoire est un peu plus passe sous contrôle russe. Donc ils paieront le prix qu'il faudra en hommes et en matériel. Et l'Ukraine, évidemment, y perd également. Bon, en tout cas, vous avez compris. Le monsieur s'est résigné, d'accord? Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain, d'accord? On va commencer par Nicolas MG Stratégie, qui suit de près les combats ou qui suit de près les actualités Telegram de différents comptes ukrainiens et russes et qui vous fait un petit résumé ou qui vous rapporte de temps en temps des choses qui se disent et qui se font là-bas. Les 3 mercenaires PMC américains se sont fait vaporiser par les Russes. Donc les PMC américains sont des Marines, ce sont des Navy Seals, des bons combattants, on peut le dire. Mais là, ils étaient en Russie, à Konopelka. C'est dans la zone de Koursk. Et il y a 60 Ukrainiens, 60 soldats du côté ukrainien, qui ne rentreront pas chez eux. Oui, parce que les combats sont de plus en plus durs. Ils ont perdu aussi 3 Cosaques, ce sont des blindés de transport de troupes. Un BMP et un autre BMP 2, ainsi qu'un M113. Parce que là, ce qu'ils ont en face, c'est plus des conscrits, c'est l'infanterie de marine russe. La 810e brigade. Ils ont aussi la 11e brigade d'assaut aéroportée. Le goût du combat n'est pas le même. Alors, les Ukrainiens, dans la zone de Koursk, continuent à avancer. Ils ont aussi des victoires. Mais pour recentrer sur les Américains ont toujours eu, depuis la chute du mur de Berlin, des combats de faible intensité. Pour la plupart du temps, je ne coupe pas la guerre du Golfe. Là, on n'est pas dans une guerre contre des insurgés. Ça n'a rien à voir. Là, en ce moment, dans la zone de Koursk, les Ukrainiens ont de belles avancées dans le territoire russe. Mais il faut savoir que dans le Donbass, ils se prennent des branlées, mais monumentales. Voilà. Donc, il vous fait comprendre ce qu'on a toujours dit ici. La plupart de ces armées occidentaux et de l'OTAN, dans les différents conflits qu'ils ont eus récemment, ils n'ont pas eu en face une armée aussi fort ou équivalent à eux et aussi bien équipés que eux. La plupart du temps, quand ils font des interventions, ils ont toujours eu la suprématie militaire parce que avant de faire l'intervention, ils détruisent l'aviation adverse. Les adversaires n'ont pas d'aviation, n'ont pas de couverture aérienne et donc ne peuvent pas bénéficier du soutien que eux ils ont quand ils intervenaient. Là, on vous dit qu'il y avait des mercenaires américains, les Navy Seals, qui sont des soldats hyper entraînés américains, qui ne rentreront pas chez eux. Parce qu'en face, pour une fois sur le terrain, ils retrouvent des gens presque aussi compétents qu'eux. Donc, c'était juste pour vous montrer que les succès du premier jour, les joies du premier jour, ne sont plus ce que les Ukrainiens vivent sur le terrain. Et que, maintenant, quand vous mettez ça en perspective, et que vous savez que les Russes n'ont pas mis tout ce qu'ils ont à mettre là-bas et que c'est déjà comme ça, qu'est-ce que l'Ukraine peut espérer désormais de Koursk?
il y a une autre vidéo de lui où il décrit, c'est qu'un analyste américain a dit de l'offensive de Kursk. Je ne vais pas parler du magazine Times qui dit aux Ukrainiens, l'armée ukrainienne, que les unités à Kursk vont manquer terriblement dans le Donbass. Je ne vais pas vous parler du fait que depuis février 2022, les Ukrainiens recrutent leurs soldats dans les prisons. Potentiellement, il y en a 20 000 qui peuvent intégrer le bataillon d'Avinci et la brigade Azov. Je ne vais pas vous parler du système antiaérien Crotal, 9 millions de dollars quand même, parti en fumée avec un drone de 500 dollars. Ah, les Russes, sur ce coup-là, ils ont bien rentard. Par contre, je vais vous parler de l'analyse militaire qu'a fait Bradley Guerick par rapport à Kursk. Je rigole parce que ça me fait rire qu'un Américain ait osé dire ça. Alors il dit, aucune opération dans l'histoire n'a été aussi ratée. Le ratio investissement-résultat est sans égal. Tu m'étonnes, ils ont perdu 1000 hommes en 15 jours, 2000 blessés, plus d'une centaine de véhicules blindés de perdus. Et l'analyste dit, même les Américains, en fuyant l'Afghanistan, ont eu de meilleurs résultats que l'opération à Kursk. Et moi, je vais vulgariser ça pour bien vous faire comprendre. Ça s'appelle la profondeur stratégique. La Russie va de l'Europe jusqu'à l'Asie. Les Russes, face à Napoléon, face à Hitler, ils ont toujours eu la même stratégie. Laisser les gars rentrer dans leur territoire pour savater leur logistique. Parce que ce sont les seuls à pouvoir se permettre ce genre de choses. Regardez la campagne de Russie de Napoléon. Regardez ce qui s'est passé pour Hitler. La zone qu'occupent les Ukrainiens à Kursk, c'est une tête d'épingle par rapport à l'immensité de la Russie. Voilà, donc il vient de vous faire les résumés d'un analyste américain sur ce que ça a coûté aux Ukrainiens de rentrer en Russie. Ce que ça a coûté aux Ukrainiens d'être à Kursk. Et maintenant, je vais vous mettre une partie de la chaîne Rapport de guerre pour vous montrer que les Occidentaux savent qu'ils ont, eux tous, la plupart des chancelleries des Occidents et des autres, par rapport au fait que Poutine se soit positionné par rapport à l'incursion ukrainienne en Russie, ils demandent tous à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et surtout de quitter Kiev. Et je vais vous montrer aussi l'avancée inexorable de la Russie dans le Donbass. Pour que vous compreniez que ce qu'a fait Zelensky, c'est devenu un échec. Et pourquoi les Occidentaux ont déjà changé de ligne éditoriale par rapport à ça. Désormais, on n'en parle même plus des avancées ou pas dans Kursk, alors que les combats font rage et que les pertes ukrainiennes sont de plus en plus importantes. Et même si vous voulez savoir pourquoi cette incursion est quasiment déjà perdue d'avance, je vous invite à retourner sur la vidéo où il y a Régis de Castello avec History Légende. Parce que là, ils vous disent pourquoi cette incursion ne peut plus avancer en profondeur et sera obligé de faire une expansion. Mais en profondeur, ils ne peuvent plus parce que logistiquement, ils ont déjà atteint le bout. C'est fini. Donc maintenant, regardons ce que le rapport de guerre rapporte par rapport à la crainte des Occidentaux par rapport à aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo. Vous êtes sur la chaîne Rapport de guerre. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la situation en Ukraine le 23 août 2024. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mises à jour très intéressantes. Alors commençons. Et en résumant tout, en résumant chaque rapport que nous avons reçu depuis le début de cette semaine, depuis le début de l'opération offensive de Kursk, nous pouvons conclure que demain, le 24 août, les Russes prévoient de mener une frappe de vengeance. Nous avons reçu... Donc moi, je ne crois pas à ça. À chaque fois que les Occidentaux se sont précipités d'anticiper la réaction russe, ça n'a jamais été ce que les Russes ont fait. Et cette vidéo de rapport de guerre que je vous montre, c'est du 23, qui craignait qu'aujourd'hui, le 24, la Russie n'attaque massivement l'Ukraine. La plupart du temps, ils le font la nuit. Et on s'est réveillé, il n'y a pas eu d'attaque massive de la Russie sur l'Ukraine.
reçu des rapports de différentes autorités militaires russes et des autorités elles-mêmes. Par exemple, l'ambassadeur russe aux États-Unis, l'ambassadeur Antonov, a déclaré aujourd'hui que Poutine a pris une décision sur la façon de répondre à l'attaque sur la région de Koursk. Kiev s'attend à plusieurs punitions. De plus, nous avons reçu des rapports supplémentaires de pays très puissants. Parlons du rapport chinois. L'ambassade de Chine à Kiev exhorte ses citoyens à éviter de se rendre en Ukraine par crainte d'attaques russes massives le jour de l'indépendance de l'Ukraine ce samedi. De plus, nous avons reçu des déclarations supplémentaires des États-Unis. L'ambassade américaine exhorte les citoyens américains à quitter l'Ukraine maintenant en utilisant les options de transport terrestre privées disponibles, si cela est possible en toute sécurité. Donc, très probablement demain, les Russes en l'État vont attaquer l'Ukraine sur tout le territoire ukrainien, y compris les installations énergétiques. Et certaines sources disent que les Russes prévoient d'attaquer le bloc gouvernemental à l'intérieur de Kiev. De plus, je vous rappelle que pendant les semaines précédentes, l'Ukraine faisait tout son possible pour détruire les aérodromes russes. Donc, fondamentalement, l'Ukraine ciblait les installations aériennes russes. Par exemple, dans cette vidéo, nous pouvons voir le résultat d'une des frappes ukrainiennes sur le territoire de la Russie. À la suite de l'attaque, l'Ukraine a complètement détruit l'aérodrome à proximité de la ville nommée Oktyabrsky. Ils ont détruit des dépôts de munitions, des aérodromes et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, une autre explosion très lourde juste devant vos écrans. Et aujourd'hui, nous avons obtenu des images satellites fraîches et de très haute qualité de cet aérodrome et les sources ukrainiennes ont réussi à calculer le nombre d'avions qui ont été détruits. Et selon les Ukrainiens, un grand nombre de Su-24, Su-34 ont été détruits. Mais j'essaie juste de vous dire que pendant les quelques semaines précédentes, les Ukrainiens essayaient de détruire autant que possible d'aérodromes russes et autant que possible de dépôts de carburant russes. Et le but de ces attaques était de détruire les possibilités russes d'attaquer l'Ukraine avec des missiles pendant le jour de l'indépendance. Mais encore une fois, en résumant tout, les Ukrainiens n'ont pas réussi à atteindre cet objectif et très probablement demain, la Russie va attaquer l'Ukraine. Maintenant, passons à la ligne de contact de combat. Et d'abord, parlons de la direction de Pokrovsk. Nous continuons à recevoir beaucoup de mises à jour, beaucoup de géolocalisation et beaucoup de vidéos de la ligne entre Jelan-Perch, Jelan-Druhe et la ville de Krasnohorivka. Comme je l'ai rappelé les jours précédents, les Russes ont établi un contrôle complet sur la partie principale de la ville et grâce aux géolocalisations et aux vidéos que nous commençons à recevoir de la principale route d'approvisionnement, nous comprenons que les Russes prévoient de terminer la bataille pour la ville le plus rapidement possible et d'annoncer le contrôle complet sur la ville lors d'un autre rapport du ministre russe de la Défense. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, nous pouvons voir plusieurs véhicules ukrainiens qui ont été détruits et endommagés par les drones FPV russes. Et nous recevons les vidéos de la même zone depuis 2 jours consécutifs. Donc, beaucoup de véhicules ont été détruits exactement à cet endroit. Maintenant, allons plus loin et parlons de la direction classique originale de Pokrovsk. Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu des jours où les Russes ont renouvelé ou repris ou commencé une opération offensive à grande échelle vers l'ouest. Les Russes attaquent et prennent d'assaut les positions ukrainiennes sur la ligne Mykolaiivka-Mikhailivka. Donc, selon différents cartographes et selon différentes sources, les Russes des JDK ont déjà répondu au village de Mikhailivka. Il y a de très lourds affrontements dans les bâtiments et les premières rues du village, mais nous n'avons pas encore reçu de géolocalisation qui puisse confirmer cela. Quoi qu'il en soit, concernant cette attaque, nous voyons que les Russes ont décidé d'éviter, disons, une attaque stricte sur le terrain. Tout d'abord, les Russes ont décidé maintenant, disons, de passer à travers ce terrain par le sud et ensuite de couper ce terrain des approvisionnements et du soutien. Et peut-être qu'ensuite ils essaieront de prendre d'assaut cette zone. Quant à Novorodivka elle-même, aujourd'hui nous avons obtenu des géolocalisations très importantes. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les soldats russes et les troupes russes ont commencé à nettoyer cette zone et que les troupes russes lançaient en laissant tomber des grenades à l'intérieur du bâtiment. La vidéo a été réalisée par le drone russe et cette vidéo confirme que ce n'est pas seulement ce bâtiment que les Russes prévoyaient de sécuriser, mais très probablement les bâtiments autour ont été sécurisés par les Russes au cours des quelques heures précédentes lorsque les affrontements avaient lieu. Donc en résumant tout de cette vidéo, nous avons changé
changé, nous avons fait des changements sur la carte et nous avons ajouté du territoire supplémentaire sous contrôle russe complet. Donc nous avons des géolocalisations, cette géolocalisation qui confirme l'entrée russe dans cette partie de la ville, mais selon différents cartographes, selon différentes ressources pro-russes, les Russes ont également répondu au territoire de Novorodivka depuis la partie sud de la ville. Donc actuellement, il y a de très lourds affrontements dans la zone et si les Ukrainiens perdent Novorodivka, ce sera un désastre pour eux car après Novorodivka, les Russes entreront dans l'espace opérationnel et ils pourront sans aucune résistance et sans aucun problème avancer davantage dans la direction ouest vers la ville de Pokrovsk depuis le sud. Et ce sera un désastre pour les Ukrainiens. Les Russes pourront couper les principales routes d'approvisionnement et couper Pokrovsk et Selidov en deux. Maintenant, allons plus loin. Selon les informations que nous avons et selon différents cartographes, les Russes ont réussi à améliorer significativement leur position aux alentours et autour des villes des villages de Krutny Yar et Krasny Yar, et certains cartographes russes ont rapporté que ce territoire a été capturé par les Russes au cours des dernières 24 heures. Évidemment, une progression significative de la force blindée de la Fédération de Russie. Par cette attaque, les Russes attaquent également le village de Mykolivka et ils ont essayé de couper cette zone aussi. Les Russes veulent couper la route d'approvisionnement entre Minorad et Rodivka où les Russes avancent également. Selon les informations que nous avons, les Russes ont établi un contrôle complet sur plus de 70% de la ville et il ne reste que quelques Russes sous contrôle ukrainien. Très probablement, l'Ukraine serait forcée de se replier vers la ligne des points forts. Nous parlons de ce territoire. La ville de Rodivka est sur le point d'être capturée par les Russes et cela pourrait se produire durant ce week-end à venir ou peut-être durant la journée de l'indépendance de l'Ukraine demain. De plus, nous avons juste reçu quelques vidéos de la ville de Komishivka. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un drapeau russe qui a été hissé par les soldats russes. Nous n'avons reçu aucun rapport sur le contrôle russe sur ce territoire. Juste les moyens de la défense ont rapporté cela. Et maintenant, nous avons des preuves à 100% que le village a bien été capturé par les Russes pendant les affrontements, oui, au cours des derniers jours, donc une progression significative des Russes. Ils avancent davantage dans la direction ouest et les médias occidentaux sont en panique car ils voient que la principale raison du succès russe sur le front de Pokrovsk est l'épuisement et le manque de soldats ukrainiens. Et les sources disent que le Kremlin est proche d'écraser une ville ukrainienne vitale et les médias occidentaux parlent de la ville de Pokrovsk. Maintenant, allons plus loin et parlons de la direction de Toretsk où les Russes avancent également. Au cours des dernières 24 heures, ils ont réussi à améliorer significativement leur position. Maintenant, parlons de la direction de Kursk. Nous avons des rapports et des mises à jour supplémentaires. L'année de la Russie a continué de le Sedanopo bombarder et d'attaquer les forces ukrainiennes le long de la frontière. Les drones de reconnaissance russes là, ils opèrent, ils ont pu le vaincre durant 20 ans et c'est 7 jours sur 7. Ils essaient de découvrir et de comprendre où exactement l'Ukraine prévoit de mener les prochaines opérations offensives et si l'Ukraine prévoit cela du tout. Et aujourd'hui, nous avons eu quelques changements sur le terrain. À la suite d'affrontements, les Russes sont réussi à restaurer leur position dans le village de Spalnoïa. Ce village était auparavant sous contrôle complet de l'Ukraine, mais en disant la vérité, c'est la direction russe la plus efficace, car au cours des 2 dernières semaines, les Russes ont réussi à restaurer le contrôle d'abord sur le village de Jiri, puis sur le village de Kamishnoï, et puis sur le village de Krupets. Et maintenant, les Russes ont commencé une contre-offensive dans le village de Spalnoï. Très probablement, au cours des prochains jours, les Russes restaureront le contrôle sur tout ce territoire et la bataille pour Borki va commencer. Donc nous voyons que les Russes avancent et avancent. Là, il y a très probablement les Russes ont réussi à grâce à une combinaison du travail des renseignements russes, de l'aviation russe et des forces au sol. Maintenant, allons plus loin et parlons du point le plus chaud dans l'opération offensive de Kursk et nous parlons de la ville de Ruskaya Konopelka. Selon les informations que nous avons, très probablement, les Ukrainiens ont réussi à établir un contrôle concret sur la partie sud-est. Les Russes contrôlent encore la partie centrale des nord-ouest. Il y a encore de très lourds affrontements.
Les Ukrainiens ont déplacé un nombre important de véhicules blindés à l'intérieur du village, puis les Ukrainiens ont abandonné ces véhicules. Et maintenant, les Russes les détruisent. Nous avons beaucoup de géolocalisation qui confirment la présence ukrainienne à l'intérieur de ces petits bâtiments dans cette partie sud-est du village, ce qui confirme que très probablement cette partie du village est sous contrôle complet de l'Ukraine. Si nous continuons à recevoir des mises à jour cours du même territoire, nous ajusterons la carte en faveur de l'Ukraine. En ce qui concerne la direction nord, nous avons quelques changements sur le terrain. Les sources russes ont publié la vidéo montrant comment ils ont réussi à découvrir un autre convoi ukrainien qui se déplaçait à travers le village de Kozitsa et les Russes ont détruit ce convoi avec des frappes de drones FPV. Cette vidéo confirme que Kozitsa est sous le contrôle complet et fort de la force blindée de l'Ukraine. Donc nous avons ajouté ce bloc sous contrôle ukrainien. Les Ukrainiens continuent leur tentative pour établir un contrôle complet sur le village de Malaya Loknia, l'ancienne prison ou prison pour femmes, mais les Russes tiennent leur ligne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu des rapports sur des attaques significatives du côté ukrainien avec l'utilisation d'un nombre important de troupes et de forces. La plupart de ces attaques ont été repoussées. L'Ukraine a subi des pertes et a été forcée de se replier. En ce qui concerne la direction ouest, nous avons commencé à recevoir des mises à jour de différents cartographes de différentes sources. Indiquant qu'à la suite de contre-attaques, les Russes ont réussi à restaurer un contrôle complet sur le village de Korenevo, situé du côté crânien de la rivière Seim ou de la rivière du nom de Krebna. Donc en résumant les rapports, nous avons reçu que les Russes contrôlent actuellement cette partie pour l'instant. Nous ne changeons pas la carte car nous attendons des preuves supplémentaires, soit de cartographes fiables, soit nous avons reçu des rapports ou des géolocalisations du terrain, mais nous gardons juste cette information à l'esprit que très probablement les Russes ont restauré le contrôle de ce territoire. Et maintenant, les Russes ont commencé une contre-offensive en direction d'Olgovka. Il y a de très lourds affrontements. Vous pouvez subir des pertes importantes, mais vous pouvez aussi amener de plus en plus de force ici. Et tout est sous attaque russe complète avec différents drones, avec l'ensemble et ainsi de suite. Donc nous avons reçu beaucoup de vidéos qui confirment que les Russes contre-attaquent et que les Russes infligent des dommages importants aux Ukrainiens. Maintenant parlons de la direction ouest. Nous avons... Donc, si vous comprenez bien, et si vous allez suivre la vidéo Régis de Castelnau avec History Légende et l'officier français, l'une des choses importantes qu'il fallait que les Ukrainiens, ou il faut que les Ukrainiens fassent pour pouvoir donner une signification ou une valeur stratégique à leur percée en Russie, à Koursk, c'était de prendre cette ville de Korenevo. Et donc, s'ils n'arrivent pas à prendre cette ville, eh ben, ça va être encore plus facile pour les Russes de se débarrasser des Ukrainiens. Et ils ne permettront pas aux Ukrainiens de pouvoir faire quoi que ce soit en Russie. Parce qu'on vous a dit, les Ukrainiens sont obligés d'être en déplacement. Parce que dès qu'ils se rassemblent, dès qu'ils fortifient, une fable tombe, tout est parti. Et l'une des choses qu'il fallait qu'ils fassent, c'était de prendre cette ville pour avoir une ceinture et pouvoir se protéger dans la ville. Parce que comme on présupposait, c'est quand même une ville russe, les Russes ne vont pas la balayer comme ça. Donc s'ils n'arrivent pas à prendre cette ville, autant vous dire que tout de suite, Koursk, ça a vraiment tourné en autre boudin. Et je suis désolé pour les pro-ukrainiens qui me traitent pour un pro-russe. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro-russe. J'ai regardé un nombre incalculable d'analyses sur ce conflit ou sur cette incursion ou sur ce qui s'est passé cette semaine pour pouvoir vous dire ça. Cette ville de Korenevo était important ou est très important pour les Ukrainiens pour permettre qu'ils pérennisent ou en tout cas qu'ils fassent durer plus longtemps leur incursion en Russie. S'ils n'arrivent pas à prendre cette ville, comme ça semble être le cas, puisque la Russie est en train de contre-attaquer, eh ben, ça rend très difficile la suite des choses pour l'Ukraine. Parce qu'ils ne peuvent pas être en train de perdre et dans le Donbass et
à Kursk. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.